Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, avec un sujet qui va nous animer aujourd'hui. Comment naviguer dans un contexte législatif mouvant, si on peut le qualifier ainsi. Comment tenter d'anticiper, lorsque l'on est professionnel de la gestion de patrimoine, les évolutions législatives. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux experts du sujet et surtout deux professionnels qui vivent ça au quotidien. Sophie Nouy, tout d'abord. Bonjour Sophie Nouy. Bonjour. Vous êtes directrice du pôle expertise patrimoniale chez Cyrus Erez et nous avons le plaisir d'accueillir également Bastien Baron. Bonjour Bastien Baron. Bonjour Nicolas. Vous êtes conseiller en gestion de fortune et fondateur de Justae Gestion Privée. Alors, Sophie Nouy, Bastien Baron, la seule chose qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est que ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas grand-chose sur l'évolution du budget et les évolutions législatives. Ça fait, on le disait juste avant l'émission, Sophie Nouy, c'est pas nouveau pour les conseillers ou les professionnels de la gestion de patrimoine que vous êtes, puisque ça fait un an que globalement, il faut avoir des certitudes, avoir des stratégies, expliquer quoi faire à ses clients, alors même qu'on ne sait pas ce que le gouvernement nous réserve, si tant est qu'on ait un gouvernement qui tienne effectivement à l'heure actuelle. Mais comment est-ce qu'on fait en septembre 2025 pour conseiller à ses clients, alors même que là, pour le coup, on est dans l'incertitude totale sur un prochain budget et sur les évolutions fiscales, législatives que ça peut prendre? Alors c'est vrai que depuis un an, entre l'absence de loi de finances au 31 décembre de l'année dernière, le fait qu'elle est quand même passée en 49.3 avec beaucoup de flou cette année, on se dit qu'on est parti jusqu'en 2027 pour beaucoup d'incertitudes. Et face à l'incertitude, on se donne des options. On diversifie au maximum les portefeuilles pour la partie placement financier. On se diversifie dans les classes d'actifs pour éviter que si tout d'un coup, il y a un gros sujet sur l'immobilier, qu'on soit obligé de vraiment utiliser cet immobilier et de l'acter tout de suite. Et puis, on diversifie aussi les stratégies. On se donne la possibilité de faire des choses. Et puis, pour les dispositifs de faveur qui existent encore, surtout, on ne perd pas de temps. Si on a la possibilité de faire des donations en Dutreil, on ne les fera pas en 2026, il vaut mieux les faire le plus rapidement possible pour bénéficier de l'état actuel des textes, qui est plutôt favorable avec les holdings animatrices qui emportent sur toute la holding, y compris sur la trésor du groupe. Donc, il faut profiter de ce qui existe aujourd'hui. C'est le cas du Dutreil, c'est le cas aussi de faire des donations. Le Dutreil qui a été pas mal décrié quand même à un moment. Complètement décrié. Il y a même eu un projet de loi qui a tenu 6 semaines, mais comme il y a eu d'autres priorités, le projet de loi a été enlevé, alors que les amendements qui arrivaient faisaient peur à toute la profession. Donc on a gagné au moins 6 mois, profitons-en, n'attendons pas que ça revienne sous le feu des projecteurs. Par exemple, au moment de la loi de finances de cette année, qui va à nouveau être très compliquée, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a la même majorité que l'année dernière, donc ça devrait être aussi difficile et aussi compliqué. Sûr, ouais. On va avoir probablement à nouveau un 49.3, peut-être à nouveau un renversement de gouvernement. Est-ce qu'on aura une loi de finances au 31-12 ? C'est pas complètement certain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les dispositifs de faveur vont être sous le feu des projecteurs, faire l'objet de beaucoup d'amendements. Il ne faudrait pas qu'on soit dans les amendements qui passent, quoi. Bastien Baron, je retiens deux choses de ce que nous dit Sophie Nouy. Donc il y a effectivement les dispositifs de faveur, mais il y a aussi ce sujet de diversifier un maximum, parce que si demain quelque chose arrive sur l'immobilier, il faut être capable de s'en séparer ou en tout cas d'arbitrer très vite. On en est là aujourd'hui, le sujet peut-être d'angoisse ou d'inquiétude des clients qui passent la porte de votre bureau, c'est en fait, est-ce que demain en fait, le patrimoine que j'ai construit selon telle ou telle stratégie peut être totalement remis en cause avec un texte qui passerait comme ça alors que ce soit en 2026, 2027 ou 2028, parce que la question se pose aussi après, quand on construit un patrimoine de long terme. Complètement. Je pense que déjà, la diversification, pour nous, elle est assez globale, on va dire, sur le plan géographique. La France, il ne faut pas oublier qu'on est assez petit, finalement, quand on parle de marché coté ou private equity, enfin, actif privé également. Donc, je pense que ce n'est pas le gros sujet sur cette partie-là. Le vrai sujet, pour moi, il est effectivement sur les actifs, en fait, qui sont tangibles en France et qui, eux, on pourra rien faire de plus, en fait, qu'acter soit si on doit vendre, acter une plus-value, si on doit céder une entreprise, acter aussi la fiscalité. Donc je pense que c'est vraiment ces sujets-là qui sont les plus complexes. C'est pour ça qu'on entend beaucoup parler aussi, ça revient un petit peu au goût du jour, expatriation, etc. Ça s'était un petit peu perdu depuis quelques temps, ça revient un peu au goût du jour. D'accord. Ouais. C'est vrai qu'on a vécu, on en parlait un petit peu en préambule, Macron 1, où c'était le projet de loi de finances qui sortait début octobre, la loi de finances qui était votée mi-décembre, et c'était assez facile. Une stabilité fiscale. Une stabilité qui était assez simple. Ça a été un peu compliqué déjà sur la réélection d'Emmanuel Macron, donc là il y avait un petit peu de stress à ce moment-là. Puis depuis, on voit depuis l'année dernière, c'est vrai que c'est pas facile. Nous, on avait déjà aussi, il faut aussi dire qu'il y a eu des opportunités à saisir et que ceux qui ne l'ont pas fait, c'est un petit peu dommage de se réveiller un petit peu maintenant. On parle du sujet des dividendes beaucoup. Ça a été très intéressant de le faire pendant un certain temps. Nous, on a toujours conseillé en fait en fin d'année de commencer à se poser des questions pour les distribuer.
Là, on a la CDHR qui intervient maintenant. Bien sûr. Donc, il y a pas mal Qui remet de en changements. cause des versements de dividendes ? Potentiellement, oui. Surtout, ce qui se passe, c'est que beaucoup avaient oublié que la fiscalité des dividendes, on la connaît finalement seulement en fin d'année. Et les assemblées générales, pour la plupart des chefs d'entreprise, on va dire, se passent au deuxième trimestre, quand on est sur exercice civil. Donc là, ce qu'on fait, c'est que finalement, nous, on ne prend pas la décision aujourd'hui de se dire on se verse beaucoup, pas beaucoup, ou un petit peu de dividendes. On se dit, potentiellement, on garde en réserve et on se reposera la question mi-décembre. On a la chance d'être en relation assez privilégiée, entre guillemets, avec nos clients et aussi leur expert comptable, etc. Donc, on est en mesure de faire une assemblée générale extraordinaire en fin d'année, si tenter qu'on ait une loi de finances en fin d'année. C'est ça, c'est la question que j'avais posée, Sophie Nouy. Alors, effectivement, dans la situation actuelle, on peut se dire que déjà, ça va être compliqué de sortir un budget, une loi de finances. Donc, est-ce qu'il va y avoir des grosses évolutions sur les dividendes ou autres ? On n'est pas là pour faire de la politique, mais est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez ? Est-ce que c'est un risque que vous envisagez quand vous conseillez vos clients à l'heure actuelle ? C'est toujours un risque, et effectivement, pour des clients qui ont la maîtrise de leurs revenus, essayer de ne pas distribuer du revenu en début d'année et attendre la fin d'année pour voir ce qui se passe, c'est toujours une bonne idée. Après, ils prennent leurs décisions. Disons qu'aujourd'hui, on a la CDHR qui vient renchérir le coût des dividendes pour les gens qui en ont beaucoup, qui ont une grosse part de leur patrimoine qui est constitué de revenus à la flat tax, et donc ils risquent d'être en dessous du fameux taux de 20% quand on ne compte pas les prélèvements sociaux. À 37,20, est-ce que ça coûte encore cher de distribuer du dividende ? Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment un seuil qui va empêcher des distributions de dividendes. D'accord. Mais c'est vrai que pour des clients qui ont connu des dividendes à 30, 33 ou 34, leur dire que tout d'un coup c'est 37,20, ils ont le sentiment que ça se renchérit. Ils sont assez lucides sur le fait qu'effectivement, d'ici à 2027 et probablement au-delà de 2027, ça peut encore augmenter. Ça devrait beaucoup augmenter. Sous François Hollande, on était plutôt autour de 50% sur le taux de fiscalité des dividendes, selon les régimes auxquels vous aviez droit. Donc, on est quand même dans une situation qui reste relativement plus favorable que ce qu'on a pu connaître au cours des 15 dernières années. Pour autant, c'est pas facile de se dire je voulais pas faire le chèque à 34 et finalement il faut que je le fasse à 37. Mais c'est important de se rappeler aussi qu'effectivement avant l'élection d'Emmanuel Macron, on était peut-être dans un régime fiscal qui était moins favorable aussi. Donc c'est vrai. Mais où les gens parlaient de partir beaucoup plus, et c'est à nouveau le cas. Vous avez raison. On parle tous les jours aujourd'hui avec nos clients d'expatriation ou en tout cas d'éventualité. Tous les jours, c'est un sujet qui est abordé. Oui. Pas uniquement sur des sujets de fiscalité, mais aussi sur des sujets d'ambiance, la montée des extrêmes. Ça inquiète les clients fortunés et qui se posent la question de se dire est-ce que vraiment est-ce qu'il serait pas mieux en Italie, par exemple, en Israël pour la communauté qui est concernée, en Espagne, pourquoi pas. Enfin, on se pose ces questions-là et on regarde l'ensemble des conséquences sur le patrimoine, mais pas que, sur la famille également. Bastien Baron, au moment du vote de la loi de finances pour 2025, alors il y avait des sujets expatriation, puis il y avait des sujets assurance vie luxembourgeoise. Même si on reste physiquement en France, comment est-ce qu'on s'assure qu'on puisse faire bouger une partie de son patrimoine ? Ça revient aussi, ce sujet, sur la table aujourd'hui ? Oui, complètement. Ça revient à chaque fois que les élections présidentielles approchent. Dès qu'il y a des risques extrêmes, à chaque fois, ça revient. On a le cas aussi, on a quand même pas mal maintenant de clients aussi internationaux qui aiment bien avoir cette enveloppe-là. Et de manière générale, tous nos clients en fait, ont une enveloppe luxembourgeoise parce qu'on peut faire, en fait, on a plutôt la partie moyen terme, où on va profiter en fait, du fonds en euros, notamment en France, où on a une buy list assez limitée, on va dire, pour pouvoir faire les investissements. Et après, tout le reste, en fait, c'est au Luxembourg parce que on peut quasiment tout faire dedans en termes de gestion financière. Il n'y a pas uniquement le côté être en dehors de la loi Sapin 2, par exemple, qu'on entend beaucoup si jamais les capitaux sont bloqués. C'est aussi, en dehors de ça, c'est aussi intéressant, je pense, d'avoir, d'une part, les clients aiment bien avoir des capitaux à l'étranger, que ce ne soit pas forcément uniquement en France, dans une autre devise potentiellement. Ça veut dire aussi, en termes de gestion financière, qu'on peut faire beaucoup plus de choses, notamment sur la partie des actifs privés qui se sont énormément développés. Il n'y a pas autant de possibilités dans ce qu'on peut faire dans un contrat français d'assurance vie. Donc nous, tous nos clients, sur la partie longue et très longue, est à Luxembourg en réalité. Sachant que quand on est résident fiscal français, on paye quand même des impôts en France. Au final, en fait, il n'y a aucun avantage fiscal. Quand on est résident français, on n'a aucun avantage fiscal à avoir un contrat d'assurance vie à Luxembourg. C'est exactement la même fiscalité, que ce soit lorsqu'on fait un rachat ou lorsqu'on décède, malheureusement. C'est exactement la même chose. Donc, ce n'est pas du tout ce choix-là. Mais ça offre aussi des possibilités potentiellement en cas d'expatriation, parce que du coup, la fiscalité du contrat va prendre la fiscalité du pays de résidence bien sûr. De l'assuré. Donc, forcément, ça ouvre plus de possibilités que de devoir on va dire, tout nettoyer, on va dire, en France pour être officiellement résident potentiellement de l'Italie, qu'on entend beaucoup, notamment sur les sujets de transmission, effectivement.
Sophie Nuy, oui. On se donne effectivement des options, on se donne des choix. L'avantage du contrat luxembourgeois, c'est qu'il n'y a pas de fiscalité appliquée au Luxembourg. Donc si vous êtes en France, vous avez effectivement la fiscalité française. Le jour où vous devenez résident israélien, luxembourgeois, espagnol, c'est la fiscalité de votre pays de résidence qui va s'appliquer. Alors que si vous aviez un contrat français, la France appliquerait une retenue à la source. Donc il faudrait l'imputer. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué. La France garde un lien avec vous si vous gardez vos placements en France. L'avantage du Luxembourg, c'est qu'effectivement, on passe sur quelque chose d'offshore. Et donc, c'est une première étape, peut-être aussi, pour ceux qui réfléchiraient à l'expatriation. Bastien Baron, une question. On est en septembre 2025. Vous nous avez dit, effectivement, que pour tout ce qui est versement de dividendes, quand on accompagne des chefs d'entreprise, on attend la toute fin d'année parce qu'on attend d'avoir le maximum d'informations qu'on peut avoir. Pour le reste, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on se dit que, de toute façon, tout va se jouer en décembre ou, en fait, on arrive quand même à conseiller d'aller sur des marchés actions, sur du non-coté, sur de l'immobilier. On diversifie un maximum, comme le disait Sophie Nuy au début. Est-ce qu'on arrive à avoir des convictions quand même d'investissement dans le contexte actuel? Oui, tout à fait. On peut avoir des convictions. On peut aussi potentiellement profiter de l'État français qui emprunte à des taux plutôt élevés actuellement, à 3,50. Le sujet de dette, ça peut être une opportunité. Oui, tout à fait. Ça peut être un sujet. On peut estimer que dans les années à venir, le sujet de croissance, d'inflation, etc., notamment en Europe, on ne va pas sur des croissances folles par rapport aux prévisions qui sont prévues par l'Union européenne, en Union européenne, etc. Donc ça peut être des sujets en tout cas. Et on a beaucoup de positions d'attente. Donc en fait, on a plutôt mis en place des allocations stratégiques où on a une vision de ce qu'on veut faire, notamment sur la partie actifs privés, les actifs privés à déployer. Ça peut être la partie infrastructure. On a beaucoup de sujets aussi pour nos clients de souveraineté européenne. Donc on a un peu moins envie d'investir aux US notamment, alors que c'est quand même le marché un petit peu phare sur les 20-30 dernières années en termes de performance. Il y a eu sur les marchés cotés, en tout cas, il y a eu un sursaut de l'Europe sur fin d'année, début d'année. On voit que ça y est, les US sont repassés devant aujourd'hui. Donc on a plutôt des sujets sur de la dette et sur des positions d'attente. On attend de déployer les capitaux. Et on a toujours des fonds monétaires ou des fonds obligataires qui rémunèrent aux alentours de 4 à 5% avec un risque assez limité. Et finalement, rentrer aujourd'hui sur des rendements assez élevés qu'on va pouvoir conserver pendant un certain temps, c'est pas idiot en tous les cas. Sophie Nuy, dernière question rapidement. Effectivement, l'incertitude politique, on l'a évoqué en France. Il y a aussi une incertitude sur les décisions politiques qui sont prises aux États-Unis sur la croissance américaine ou sur les décisions de banque centrale. Ça joue aussi sur la stratégie qu'on peut avoir? Ça joue forcément, mais quand on diversifie correctement, alors j'adhère à tout ce qui a été dit, mais on peut aller un peu plus loin. La dette privée également. Aujourd'hui, avec le niveau des taux, les lenteurs des décisions bancaires, les entreprises qui ont besoin de se financer, elles ont besoin d'avoir une dette disponible rapidement, elles sont prêtes à payer plus cher et on arrive à démocratiser, entre guillemets, pour des clients de gestion de fortune, la possibilité de prêter de l'argent à des entreprises qui en ont besoin sur des durées courtes, avec parfois des fonds evergreen, donc qui ont une liquidité bien plus importante que certains fonds de dette privée ou de private equity qu'on a eu dans le passé. On a la possibilité de prolonger les taux qu'on observe en termes de placement grâce aux produits structurés qui figent sur une durée un petit peu plus longue avec des possibilités d'être rachetés mais beaucoup plus tard et donc qui fige cette rentabilité de l'argent avec une garantie assez forte sur longtemps. Et puis pour des clients qui sont un petit peu plus pushy, commencer à réinvestir sur des marchés qui ont été un peu décotés. C'est le cas de l'immobilier par exemple. Quand on a du cash, il y a forcément des acteurs qui ont besoin de se dessaisir de l'immobilier, alors sans parler du résidentiel, mais il y a forcément des SCPI qui ont dû vendre à la casse des actifs pour rembourser, leurs porteurs de parts. Là, il y a eu des opportunités pour des gens qui avaient du cash et pour des nouvelles structures et des nouveaux véhicules d'investissement qui se sont montés. Donc, c'est aussi vecteur de beaucoup d'opportunités. Et pour des clients de gestion de fortune ou de gestion privée qui ont du cash, il y a des opportunités à saisir. Merci beaucoup Sophie Nuy, merci également Bastien Baron de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.